Au pays de Pasteur, nous devons promouvoir la vaccination. Elle protège et sauve des vies. Les discours anti-vax que nous pouvons entendre sur les réseaux sociaux doivent être dénoncés. Ils sont un danger pour la population. Point d'exclamation. La science démontre clairement l'efficacité de la vaccination pour la protection des Français, de la méningite à la grippe, en passant par le papillomavirus. Essentielle pour notre santé publique, la vaccination sera au cœur de notre stratégie nationale de prévention. Vous vous doutez bien que ces mots ne sont pas de moi. Ils sont tout frais, ils sont de ce matin, lundi 24 mars 2025, par notre ministre de la Santé, le docteur Yannick Nader, cardiologue de son État et ancien député. On va même vous passer l'extrait d'une partie de son intervention. Rassurez-vous, ce sera très court, juste 30 secondes. Ce que je viens de vous citer là est issu d'un de ses tweets. Nous allons vous passer cette petite vidéo tout de suite, et avant de faire intervenir et réagir mon invité du jour, qui est le docteur Gérard Delépine. Allons-y pour le docteur Yannick Nader et Gérard derrière. Cependant, on peut encore en dire un certain nombre de choses. Je pense qu'au pays de Pasteur, on a un problème vis-à-vis de la vaccination et je compte bien m'y attaquer. On a un obscurantisme qui est complètement relayé par les réseaux sociaux, qui est notamment complètement relayé par le ministre de la Santé américain Kennedy, qui en fait... qui est un anti-vax. Qui est un anti-vax. Et je pense qu'au pays de Pasteur, j'étais encore justement à Dole la semaine dernière, le pays natal, la ville natale de Pasteur, eh bien la vaccination, elle protège en France. Obscurantisme, anti-vax, au pays de Pasteur, les éléments de langage y sont. En 30 secondes, on a beaucoup de choses. Gérard, je te laisse réagir là-dessus. La science, c'est surtout l'examen des faits. Et donc, je voudrais rappeler à tous ces pro-vax qui, en fait, ne sont que des marchands de vaccins, les faits. Et là, puisqu'actuellement, la première publicité, c'est le garde-asile, rappeler les faits sur le garde-asile. Donc, dans ce que je vais vous montrer comme diapositive, vous remarquerez que ce ne sont que des faits absolument officiels qui sont présentés soit par les instituts sanitaires des différents pays, soit par l'OMS. Et en tout cas, ce ne sont pas des on-dit. Comme vous avez entendu, là, vous avez eu un florilège de on-dit, d'experts, sans aucun argument réel. Parce qu'on ne nous a pas dit combien ça avait sauvé de personnes en France l'année dernière, toute cette vaccination. Ils sont bien gênés pour le dire. Donc là, on va parler ce soir du garde asile et en répondant aux questions, on parlera peut-être de vaccination. On pourra extrapoler aussi, si tu veux bien Gérard, on pourra extrapoler un petit peu. Et puis, je manque d'abord à tous mes devoirs. Bienvenue à toi dans cette émission. Ce n'est pas la première fois que tu viens. Je sais que tu es aussi un habitué de cet exercice. Et si on t'invite, c'est parce que tu as toujours beaucoup de choses à dire. Tu as un franc-parler que nous aimons beaucoup sur TVADP. Et nous n'avons pas l'intention de nous en passer. C'est surtout le rappel des faits. Je veux de la science, c'est les faits. Et c'est l'analyse des faits. Et là, on a des gens qui font de la publicité sans rappeler jamais aucun fait valable pour la France. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est valable pour la France en 25. Alors, le garde asile, on nous raconte là ces gens qui veulent absolument imposer le garde asile en disant c'est une catastrophe, le cancer du col, c'est un premier problème de sanitaire français. C'est un mensonge total. En France, si vous regardez les bulletins du cancer, vous voyez que le cancer du col est responsable de 0,15% de la mortalité globale et de 0,6% de la mortalité par cancer. Donc, c'est vraiment, et parmi la mortalité des cancers féminins, là, vous voyez la diapo, il est au 12e rang. C'est que dalle. Plus exactement, c'est 1000 décès, c'est beaucoup trop, 1000 décès, on est d'accord. Mais c'est des 1000 décès de femmes qui, dans 80% des cas, n'ont pas fait de dépistage. Or, donc, ce n'est pas du tout un problème de santé publique en France, c'est certainement un problème de santé publique dans les pays africains, qui pourraient peut-être se traiter autrement d'ailleurs, mais en tout cas pas en France. Donc dire que c'est un problème majeur de santé publique et qu'il faudrait consacrer 200 millions d'euros annuellement pour le prévenir, c'est de la foutaise scandaleuse. Bon, alors, premièrement, on n'a jamais démontré que le garde asile avait le moindre effet sur le cancer invasif. Les essais n'ont jamais été portés sur la fréquence du cancer.
lorsqu'on fait un médicament, moi je suis cancérologue, quand on étudiait les médicaments sur le cancer, les nouveaux médicaments sur le cancer, on comparait le nouveau médicament à l'ancien médicament et on regardait 5 ans plus tard si le nouveau médicament avait fait diminuer la mortalité. Eh bien, sur le Gardasil, on prétend qu'il fait diminuer la mortalité du cancer, mais pourquoi est-ce qu'aucun essai ne l'a examiné? Plus exactement, j'ai trouvé un essai qui était un essai scandinave sur des jeunes filles d'une université scandinave qui a eu lieu il y a maintenant à peu près 16 ans et aucun résultat n'a été publié. Or, il faut savoir que les essais sont faits par les laboratoires et que quand les résultats sont défavorables, les résultats ne sont jamais publiés. On ne publie que les essais qui donnent un résultat favorable à la drogue que l'on veut vendre. Donc, je pense que ce seul essai randomisé qui a eu lieu sur la fréquence du cancer avec et sans Gardasil doit être tellement mauvais qu'ils ne veulent surtout pas le présenter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait puisqu'ils n'ont pas étudié l'essai de le Gardasil sur le cancer invasif? Ils ont étudié sur des paramètres de substitution. Ils ont dit attention, avant le cancer, il y a des dysplasies bénignes, des anomalies cytologiques bénignes qui précèdent le cancer. Donc, si ces anomalies cytologiques bénignes diminuent, eh bien, le cancer va diminuer. Comment peut-on accepter de prendre un médicament qui n'a pas démontré qu'il était efficace? C'est quand même incroyable. Et 18 ans, puisqu'il a été mis sur le marché en 2006. Nous sommes maintenant en 2025. Bon, il faut un an pour avoir les résultats, mais 18 ans de recul et rien n'a démontré qu'il avait permis de diminuer la fréquence du cancer. Mais revoyons les faits, puisque je vous le dis, et je dis bien, il faut des faits. Alors là, vous avez l'Australie. L'Australie était le premier pays au monde qui a institué une vaccination scolaire. Alors vous avez là ce qui marquait, c'est directement les écrans de l'AIHW, qui est l'Institut australien du welfare et health and welfare, c'est-à-dire de la santé et du bien-être. Et bien là, c'est les chiffres officiels. Et vous voyez, en 2006, il y avait 727 cancers du col reconnus, et en 2022, dernière année publiée par le AIHW, 942. Alors, quand vous avez tous les journaux qui disent le cancer de col est en train de disparaître en Australie, regardez les chiffres. Personne ne donne les chiffres. Ils affirment, et comme c'est des grands experts, vous les croyez. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est cette diapositive. C'est le groupe alors, il faut savoir que le cancer du col n'apparaît jamais avant 20 ans, très exceptionnellement avant 25 ans. Donc, si on veut avoir une idée de l'évolution de la fréquence du cancer du col, il faut regarder les femmes qui ont plus de 25 ans, si possible même 30 ans, c'est mieux, et qui ont été vaccinées. Or, en Australie, on a commencé la vaccination donc à partir de 2006, et là, on a un recul qui atteint quand même 18 ans. Et alors, vous avez là, pour le groupe des femmes vaccinées qui ont plus de 25 ans, et je ne prends pas toutes, c'est les 25 à 34 ans, c'est le groupe où le taux de vaccination a atteint 80%, parfois même 85% dans les 25-30 ans. Donc, dans ce groupe hyper vacciné, eh bien, vous avez là les chiffres officiels de l'Institut australien de la santé publique. Et vous voyez que l'incidence, il faut regarder le cas. En nombre de cas, de 2007, c'est passé de 113 cas à 2019, 172 cas, donc ça compte, mais surtout l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cancers annuels pour 100 000 femmes. Bien, en 2007, juste avant l'instauration de la vaccination scolaire, l'incidence était de 7,9 pour 100 000 femmes de 25 à 34 ans. En 2019, chez ce même groupe de femmes de 25 à 34 ans, vous avez une incidence qui est passée à 9,1 pour 100 000. Donc, l'augmentation observée dans le groupe le plus vacciné est de 15%. Alors, vous me direz, les Australiennes, il y a peut-être le soleil qui est en cause, peut-être que c'est une erreur, c'est une exception. On va regarder les autres pays. Et là, je vous montre l'Angleterre. Alors, pour avoir ces chiffres sur l'Angleterre, vous regardez le CRUC. C'est l'Institut européen, vous avez en bas, sur ma diapositive, HPV, Cancer Research CRUC. CRUC, c'est Cancer Research UK. Donc là, vous avez l'évolution des cancers invasifs sur l'ensemble de la population anglaise.
Vous voyez deux périodes. Celle en bleu qui était la période où on s'occupait uniquement du dépistage par cytologie du cancer du col. On dépistait les cancers avant qu'ils deviennent invasifs. Et vous avez vu que le dépistage a diminué de 33% l'incidence observée du cancer invasif du col de l'utérus. Et puis en rouge, vous avez la période, la vaccination, la fameuse vaccination par le garde d'asile. Vous voyez que depuis la vaccination par le garde d'asile, la fréquence du cancer invasif du col n'a pas diminué. Donc, je vous ai mis là le titre du monde. Au royaume du monde, la fréquence des cancers du col a chuté de 87% grâce à la vaccination anti-HPV. Bah, c'est dommage qu'ils ne donnent pas les courbes, qu'ils ne donnent pas des chiffres. Ils affirment comme ça sur la foi d'un communiqué de presse des laboratoires pharmaceutiques. C'est quand même dramatique. Et alors là, c'est exactement comme en Australie. Ce qui est le plus intéressant, c'est dans le groupe le plus vacciné, le groupe des femmes de 25 à 34 ans, donc les plus vaccinés qui ont enfin atteint l'âge du cancer. Et effectivement, vous avez plein d'articles anglais qui disent c'est formidable, ça a baissé de 80%. Oui, si vous regardez les jeunes filles actuellement qui ont de 10 à 25 ans, des cancers, il n'y en a pas, mais il n'y en avait pas déjà avant. Alors, dans le groupe les plus vaccinés, et qui arrivaient à l'âge du cancer, donc dans le groupe des femmes de 25 à 34 ans, vous avez la courbe. Vous avez là en rouge le début des gardes d'asile et vous avez l'évolution d'incidence depuis. Et vous remarquez que ça n'a fait qu'augmenter depuis. Alors, ce qui est le plus frappant, donc, c'est les courbes officielles de Krupp. Autrement dit, Gérard, depuis qu'on vaccine pour éviter le cancer, il y a plus de cancer. C'est bien ça. Absolument. C'est pour ça que notre livre s'appelait Résultats paradoxaux. C'est tout à fait étonnant quand même. C'est un résultat paradoxal. Mais pourquoi pas, puisqu'ils n'avaient pas étudié dans essai l'incidence du cancer. Donc pourquoi pas? Vous savez, il y a souvent des méthodes. Alors on essaiera de voir quelles pourraient être les causes de cette augmentation. Je n'ai pas dit que c'était le vaccin qui crée le cancer. Je dis que quand on vaccine, on observe davantage de cancers. Et donc que la publicité de notre gouvernement et des personnes que vous entendez en disant vaccinez-vous, il y aurait moins de cancer du col, elle est totalement mensongère. Elle ne s'applique que sur une croyance, mais certainement pas sur les faits. Les faits, vous les avez là devant vous. Alors, là encore, on peut dire c'est les Anglaises, elles ont des mœurs bizarres qui font que le cancer du col augmente, quoi qu'on fasse chez elles. Mais la Finlande, on a exactement la même chose. Là, vous avez la Finlande. Pour avoir la Finlande, il faut aller sur Nordcan IARC. Nordcan, c'est l'ensemble des sociétés cancérologiques nordiques. Donc, vous avez la Finlande, la Suède, le Danemark, tous ces pays nordiques. Et ils donnent leurs chiffres par groupe d'âge et par période. Donc là, vous avez deux périodes. Si on regarde sur l'ensemble, je parle sur l'ensemble de la population finlandaise, est-ce que le cancer du col a diminué depuis l'incidence? Eh bien, vous avez deux périodes exactement comme l'Angleterre, exactement comme l'Australie. Il y a quand même une certaine cohérence dans tous ces chiffres officiels, c'est les faits observés. Eh bien, vous avez en bleu la période où il n'y avait que le dépistage cytologique du cancer du col. Ça avait diminué de 1,6 à 4, donc ça avait diminué de 3/4. 3/4 de l'incidence des cancers du col a diminué grâce au dépistage cytologique. C'est quand même considérable. En rouge, vous avez la période où est arrivé le vaccin. En 2007, le vaccin, on est passé depuis, entre 2007 et 2021, l'incidence dans la population finlandaise est passée de 3,6 pour 100 000 femmes. Donc, il y avait seulement 3 femmes, 6 sur 100 000 qui faisaient un cancer du col à cette époque en Finlande. C'était le record mondial du plus bas chiffre. Donc, un excellent résultat. Donc, si on peut résumer ces chiffres, Gérard, c'est quand on fait des dépistages par frottis du col, on diminue le taux d'incidence de cancer. Dès qu'on arrête et qu'on passe à la vaccination, on le réaugmente. Ce sont les faits observés pour l'instant. Alors, je n'ai pas dit que c'était directement lié, je n'ai pas dit non plus que ça va durer facilement, je ne prévois pas l'avenir. Moi, j'analyse les faits passés. Et dans les faits passés, sur actuellement 14 ans de surveillance de Finlande, de 2007 à 2021, l'incidence est passée de 3,6 à 6. C'est donc une augmentation considérable
sur l'ensemble de la population finlandaise. Alors, est-ce que… Si on s'en réfère à ces chiffres uniquement comme ça, on pourrait dire que le dépistage à 20 € est plus efficace que la vaccination à 150 € x 3, puisqu'il faut de rappel. C'est ça, la vaccination Gardasil, c'est 500 € par personne, hein, pour les adolescents un peu vieux. C'est 500 €. Hein. Et effectivement, de toute manière, lorsqu'on fait la vaccination par Gardasil, ils disent bien qu'il faut continuer le dépistage. Donc, ce n'est pas une économie. On donne 500 € au labo et puis c'est tout. Hein. Alors, ce qui est le plus intéressant à nouveau en Finlande, c'est le groupe témoin, le groupe des 25-34 ans, celles des jeunes femmes qui ont été vaccinées et qui sont arrivées à l'âge du cancer. Ben là, vous avez le chiffre officiel de Nordcan. Vous avez là, vous pouvez le vérifier. Tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier en tapant ce qui est marqué en bas de la diapo. Vous arrivez directement sur Nordcan, sur la Finlande et cette courbe. Et donc là, vous avez en 2006, l'incidence était de 6,1 pour les femmes de 25 à 34 ans. En 2021, il est passé à 10,5, une augmentation de 70%, de 72% très précisément. Donc vous voyez, là aussi, comme en Australie, comme en Angleterre, en Finlande, l'incidence du groupe le plus vacciné a augmenté. Alors, on va regarder la Norvège, puisque toujours pareil, toujours Nordcan. Hein. Donc, il y a la période du dépistage seul, dépistage cytologique, hein, on regardait les cellules anormales. S'il y a des cellules anormales, on faisait des conisations du col. On a diminué l'incidence du cancer invasif du col de 40%. Puis après, il y a eu la vaccination. Et depuis la période de la vaccination, vous voyez, ça augmente. Et plus précisément, dans le groupe le plus vacciné, à nouveau, les jeunes femmes âgées de 25 à 34 ans en 23, puisque là, on a les chiffres jusqu'en 23. Là, vous voyez qu'en 2009, l'incidence était de 14,7 et qu'en 2023, l'incidence est de 18,2. Donc là aussi, ça a augmenté de 25%. Alors, comment est-ce que des gens posent oser prétendre que le Gardasil diminue l'incidence du cancer invasif du col? C'est un mensonge de la pire espèce. Alors en Suède, parce qu'on nous sait, hein, on dit toujours en Australie ça a disparu, en Suède ça a disparu, parce qu'il y a chaque année, il y a plusieurs articles dans chaque pays disant que c'est formidable. Et alors simplement, comment est-ce qu'ils font puisque il n'y a pas d'essai randomisé? Nicole, Nick, un instant. Donc il y a quelqu'un qui veut rentrer. Bon. Donc en Suède aussi, vous avez la même chose. Donc, à l'heure du dépistage cytologique, 60% de réduction d'incidence. Et depuis qu'il y a la vaccination, ça a augmenté. Et aussi en Suède, là, ça n'a pas augmenté, ça a augmenté considérablement dans les premières années de la vaccination. Et là, maintenant, les chiffres sont venus aux chiffres d'avant la vaccination. Donc, en tout cas, l'incidence du cancer invasif du col en Suède n'a pas diminué dans le groupe le plus vacciné. Alors, le Canada, encore, on pourrait multiplier, mais disons que le Canada, c'est quand même intéressant parce que là, vous avez la courbe canadienne, hein, donc pour la voir, là, vous avez canadienne cancer statistique de 2023, et ils disent bien, à propos du cancer du col, après 30 ans de chute d'incidence du cancer du col, maintenant, il augmente de 3,7% par an depuis 2015. Je vous rappelle que la vaccination est entrée en 2006, donc 10 ans après. Et que maintenant, le cancer du col est celui qui augmente le plus rapidement chez les femmes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de comprendre, et cette augmentation est associée avec un moindre dépistage cytologique, moins de dépistage dans les dernières années, un pourcentage de dépistage beaucoup plus faible chez les femmes, et surtout un manque de surveillance après les screenings, après le dépistage. Et également un changement de sexual practice. Donc effectivement, ils observent que depuis la vaccination, ça augmente au Canada. Alors en France, là, on entend partout dire la France, c'est une catastrophe, les Français ne se font pas vacciner, on a moins de 40%, on est les derniers de l'Europe par le taux de vaccination, c'est catastrophique. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas le taux de vaccination. Ce qui m'intéresse, c'est l'incidence du cancer du col. Eh bien, les femmes, les fausses gauloises obstinées, résistantes, eh bien l'incidence du cancer du col ne fait que diminuer. Et au point qu'on est arrivé, dans les dernières années, à moins de 6 pour 100 000.
donc une incidence du cancer invasif du col chez les femmes en France, est inférieure à 6 pour 100 000. Pourquoi ça m'intéresse ce chiffre? Parce que 6 pour 100 000, c'est la définition des maladies rares d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en France, d'après la définition de l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du col est devenu une maladie rare. Et alors, ce qui est plus frappant, c'est lorsqu'on Ce qui ne justifie donc en rien une vaccination de masse, alors. Mais non, ce n'est pas un problème de santé publique et ça ne justifie en aucun cas une vaccination de masse et extrêmement coûteuse. Et nous verrons avec des complications malheureusement fréquentes, même si on les nie en France. Mais comme par hasard, à l'étranger, ça explose, vous le verrez. Alors donc, nous, on est des couillons de Français qui ne nous vaccinons pas et nous avons une incidence de 6 pour 100 000, alors que l'Australie, qui vaccine depuis longtemps, qui est le champion, ils sont à 7,1. La Grande-Bretagne, qui est le deuxième champion de la vaccination, 9,3. La Suède à 10,4 et la Norvège à 12, le double de la France, alors que c'est les 4 pays qui ont le plus vacciné. Alors pourquoi veut-on instaurer une telle vaccination? C'est quand même un problème. Alors, il faut aussi dire quelles sont les hypothèses de l'effet paradoxal du garde asile. Ben, je pense qu'il y a 2 causes possibles. Alors, là, c'est des hypothèses, ce n'est plus des faits. Là, jusqu'à présent, je racontais des faits. Là, maintenant, j'émets des hypothèses. Alors, il y a le problème de la niche écologique. Le garde asile supprime effectivement des souches. C'est un vrai vaccin, un vaccin classique, selon la définition de Pastorienne, et il est efficace sur les souches qu'il cible. Donc, il a été efficace au début sur 4 souches, puis maintenant il est efficace sur 9 souches. C'est formidable. Sauf qu'il y a 150 souches différentes de papillomavirus qui peuvent infecter l'homme et la femme. Et donc, si vous en supprimez 4 ou 9, vous créez une niche vide dans laquelle vont s'instaurer d'autres papillomavirus. Et on ne connaît pas le comportement des autres souches de papillomavirus, à supposer que ces papillomavirus favorisent le cancer. Donc, éventuellement, c'est le problème de vie. Mais alors, surtout, je pense, moi, que la seule chose, la vraie, c'est la propagande, là, que je vous mets, là. C'est nouveau dans la paix. Ça, c'est les ARS qui sortent ça. Je suis vacciné, je suis protégé. Et ça, c'est vraiment une connerie scandaleuse. C'est le fait de comment voulez-vous pousser les filles à se faire dépister si vous leur avez affirmé qu'elles souhaitaient protégées. Elles sont protégées, elles se croient protégées par le vaccin, donc elles se font moins surveiller. Et donc, c'est logique que si on abandonne le dépistage, qui est le seul argument efficace, prouvé, d'efficacité prouvée contre le cancer du col, ben, ça augmente. Alors, les laboratoires et leurs gens, leurs affiliés trouvent que c'est dramatique de ne vendre le garde d'asile qu'aux femmes, parce que c'est que la moitié de la population du monde. Si on réussit à le faire gober aux enfants mâles, on va doubler la population, le marché. Alors, pour doubler le marché du garde d'asile, on a essayé d'effrayer les parents avec les cancers de l'anus. Sauf que finalement, tous finissent par savoir. Et en France, le cancer d'anus chez les mâles est exceptionnel. C'est 360 cas annuels au dernier chiffre. D'autre part, ce cancer de l'anus, ce n'est pas un grand tueur. Il tue très peu, une centaine de morts maximum, parce qu'il y a des traitements efficaces. Et ce qui est plus important, c'est qu'il touche presque exclusivement les homosexuels passifs. Donc ce sont uniquement les hommes qui subissent des sodomies qui sont atteints, surtout s'ils sont en plus immunodéprimés et en particulier par le sida, ce qui correspond aussi à la même catégorie de population. Donc si vous n'êtes pas homosexuel, si vous n'êtes pas immunodéprimé, le risque de cancer anal est quasiment nul et bien inférieur au risque de complications par le garde asile. Et en plus, le garde d'asile ne paraît pas non plus pouvoir prévenir le cancer anal. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Sur les chiffres toujours officiels. Là, ce sont les chiffres en Australie, où on a seulement l'incidence des cancers anal chez les filles et chez les garçons. Alors, en bleu clair, c'est les filles, en bleu foncé, c'est les garçons. Il se trouve qu'on a vacciné par le garde d'asile les filles, et pas les garçons. Et on voit que le nombre de nouveaux cas de cancer anal chez les filles vaccinées a augmenté beaucoup plus vite chez les filles de 25%, alors qu'elle est restée stable chez les garçons. C'est quand même curieux, les filles qui avaient le garde d'asile, ça augmente plus vite le cancer anal. Et là, la même chose en Grande-Bretagne, c'est même peut-être beaucoup plus frappant.
En rouge, vous avez l'incidence du cancer anal chez les filles. Et en bleu, l'incidence du cancer anal chez les mâles. Et vous voyez que entre 2007 et 2018, le risque de cancer anal a augmenté de 55% chez les filles vaccinées par le garde asile et seulement 13% chez les garçons. Donc, c'est vraiment un problème. Et enfin, dans les pays nordiques, là, je vous ai regroupé les 3 pays nordiques, on a exactement la même courbe. Les mâles, c'est resté stable, et chez les femelles, ça a augmenté de près de 50%, alors qu'elles étaient vaccinées par le garde asile. Donc, lorsqu'on prétend que la vaccination pourrait protéger les garçons du cancer anal, qui ne touche pas les garçons hétérosexuels et pas les homosexuels actifs, mais seulement les homosexuels passifs, c'est eux qui sont arrivés de cancer anal. Donc, et qu'on voit que chez les filles vaccinées, ça augmente, il y a de quoi être vraiment très inquiet pour vacciner les garçons par le garde asile. Alors, il faut trouver des raisons quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on prône le garde asile? Tout simplement parce que c'est vraiment un pognon de dingue. Un vaccin habituel contre la grippe, par exemple, c'est de l'ordre de 10, 15 euros, parfois 20 euros. Pour le garde asile, une vaccination complète, c'est 500 euros par an, puisque c'est 123 euros la dose, il en faut 3, ça ferait donc 360, et il faut compter aussi les consultations des médecins. Donc, c'est en gros 500 euros par enfant. C'est-à-dire qu'une classe d'âge en France, c'est entre 700 et 700 000 enfants nouveaux. Donc, si on vaccine tout ça, c'est 350 à 400 millions d'euros par an. Vraiment un pognon de dingue. Et cet coût exorbitant du garde asile, ça explique sa propagande. C'est quand même formidable. Le garde asile a permis à Merckx de se refaire parce qu'il avait été condamné aux États-Unis pour son anti-inflammatoire Vioxx à des sommes assez colossales, quelques centaines de millions de dollars, et il était mal parti, on était un peu menacé de faillite. Le garde asile a sauvé l'action Merckx & Co. Donc, par exemple, en 2024, ils estiment avoir des ventes nettes de 20,7 milliards. Alors, il faut savoir aussi que le garde asile, c'est quelques euros à fabriquer pour 123 euros la dose. Vous voyez un peu le bénéfice colossal. Et cette malle financière colossale, ça donne les moyens de convaincre les agences de santé, de convaincre l'ARICA, les sociétés savantes et les politiques, et d'imposer le vaccin. Parce que l'idéal pour un laboratoire, c'est de vendre de force son produit à l'ensemble de la population. Et pour ça, les vaccins, c'est formidable, puisqu'on peut créer des obligations vaccinales. Alors, ça se voit lorsqu'on compare l'indice de corruption, d'après Transparency International, que vous avez là sur la partie droite de la diapositive, et les obligations vaccinales que vous avez sur la partie gauche en bleu. Donc, les nations qui imposent des vaccins obligatoires sont en bleu à la gauche, et ceux qui sont les plus corrompus à droite en plus en plus rouge. Et vous voyez que ce sont les pays les plus corrompus d'Europe qui imposent des vaccinations. Alors, oui, l'Espagne semble faire exception. Pardon? L'Espagne semble faire exception. Alors, s'il fait partie des pays orange. Effectivement, mais ça va peut-être changer. Ils ont peut-être là maintenant, comme les socialistes sont au pouvoir en Espagne et qu'ils ont besoin de sous pour pas perdre la main, il se pourrait qu'ils soient sensibles aux arguments des laboratoires qui le rendent obligatoire. Sait-on jamais. Alors, il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, Merckx a financé la campagne du gouverneur Rick Perry pour rendre la vaccination obligatoire pour les fillettes au Texas. Et il voulu passer une loi pour imposer le garde asile comme condition d'entrée dans les États-Unis. C'est quand même incroyable, quoi. Bon, ça n'a pas marché. Hein, la loi a été refusée. J'ai une question encore, Gérard. Oui. Là, tu parles de la corruption dans les différents pays. Donc, on imagine bien que tu veux parler des hommes politiques. Mais pour qu'un médicament ou un vaccin puisse passer dans le marché courant, il faut quand même qu'il passe aussi le filtre de l'Agence européenne du médicament, il faut qu'il passe le filtre de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Est-ce à dire qu'il y a une ignorance complète de ce qui se passe ou il y a une complicité active de ces organismes? Non. Il est démontré très largement, ça s'est vu pour le Covid, mais ça s'était vu pour la grippe H1N1, que les agences de santé sont totalement corrompues.
que ce soit les agences de santé européennes, françaises. Mais actuellement, la corruption, c'est surtout sur l'agence européenne, puisque lorsque l'agence européenne donne un OK, c'est valable pour tous les pays. Les pays, les pays de l'UE sont obligés d'appliquer. Donc, les lobbyistes de Bruxelles s'activent fortement. Et les agences sont totalement corrompues. Alors, on a vu, par exemple, il y a des complications du garde d'asile, justement, au Danemark. Les médecins danois avaient dit, c'est quand même curieux, on a plein de complications, on a des paralysies, et ils les avaient déclarées à Bruxelles. Et quand ils ont demandé les complications, comme par hasard, elles n'apparaissaient pas dans le truc de Bruxelles. Alors, il y a eu une protestation des médecins danois. L'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, a dit nous allons faire une enquête. Ils ont fait une enquête et une portion tronquée des résultats est parue. Et en fait, ils s'étaient contentés d'interroger le laboratoire. Il n'y a pas eu d'enquête indépendante. Les agences sanitaires qui ont été officiellement créées pour protéger les populations des complications médicamenteuses, c'était ça leur but. Ils sont actuellement financés par les laboratoires, officiellement. C'est vraiment une corruption légale, puisque un laboratoire qui veut faire accepter un médicament doit payer l'agence pour faire examiner sa demande. Donc, dis-moi qui te paie, je te dirai que ce que tu fais. Hein. Donc, la corruption des agences, c'est un fait tout à fait connu. Robert Kennedy se bat. D'ailleurs, l'un des projets qui inquiète et qui met en colère tous les laboratoires, c'est qu'il veut nettoyer les agences. Il a dit, je veux supprimer les liens d'intérêt entre les agences et les laboratoires, entre tous les experts qui donnent un avis et les laboratoires. Ça, c'est une faute absolue. Hein, donc, il y a une campagne de discrédit sur Robert Kennedy qui est absolument colossale. Mais bon, ça n'a rien de très particulier que l'agence sanitaire ne fasse pas son boulot. Nous, on a quand même ça a été requis ce matin par le Premier ministre, le ministre de la Santé. Hein. On a vu qu'il en a parlé et que direct de Robert Kennedy Jr. et que directement après, la journaliste lui disait qui est anti-vax pour bien signaler les choses. Mais ce qui m'inquiète, Gérard, c'est que l'agence, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a quand même été créée pour pallier justement à ce genre de phénomène, puisque l'agence précédente qui l'a remplacée a sauté sous l'affaire du Mediator et on voulait purifier l'espace public de ce type de corruption. Or, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Non, on n'a jamais voulu purifier les agences des conflits d'intérêts. Rappelez-vous une célèbre ministre de la Santé qui a dit les experts sans lien d'intérêt sont des experts sans intérêt. Hein, et elle avait rajouté il est très difficile de trouver quelqu'un de compétent qui n'ait pas d'intérêt avec les laboratoires. C'est se moquer du monde. Autrement dit, on fait les mêmes et on recommence. On met les pires et on recommence. C'est pas les mêmes. On reprend les plus corrompus, ceux qui sont le plus liés par d'intérêt avec les laboratoires, hein, et on les appelle. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Alors le problème, c'est que c'est un scandale d'inefficacité, premièrement d'inutilité. Il n'est pas utile de faire des gardes d'asile puisque c'est une maladie rare en France. Deuxièmement, il est inefficace. Lorsque vous regardez tous les chiffres officiels des registres du cancer, des différents pays qui ont fait cette vaccination, vous n'avez aucune baisse d'incidence. Donc, il n'est pas efficace. 3, il coûte extrêmement cher. C'est la vaccination la plus chère de l'histoire de la vaccination. C'est vraisemblablement pour cela qu'il est tellement promu. Puis 4, et surtout comme médecin, moi c'est ce qui me choque le plus, c'est qu'il donne des complications. Alors, tout médicament actif peut donner des complications, c'est évident. Comme cancérologue, j'ai donné des médicaments qui pouvaient parfaitement tuer le malade en tant que médicament, simplement. On doit à chaque fois faire le balance avantage-risque. Je le donnais pour des maladies gravissimes, qui allaient tuer le malade si on ne faisait rien, et en donnant bien le médicament, le risque était infiniment inférieur au risque de la maladie. C'est toujours comme ça qu'on doit. Oui, ça va être un passage très intéressant de ton entretien, Gérard, parce que effectivement, un médicament est donné pour une maladie, donc la balance entre le bénéfice et le risque. On pourra y revenir là-dessus tout à l'heure sur la balance bénéfice-risque, mais la balance doit être positive. Or, pour un vaccin,
ça s'adresse à quelqu'un qui est en bonne santé, ce qui veut dire que ça doit être du 100% sûr, à défaut d'être 100% efficace. Et là, apparemment, pour le garde à vue, ça n'est, comme le dit à ton titre, hein, ce n'est pas exempt de complications. S'il y a des effets secondaires, c'est que la balance, déjà, est largement défavorable. Absolument. Alors, pour revenir sur les agences, hein, vous nous avez dit que les agences nous protègent. Enfin, soyons sérieux. Vous vous souvenez qu'une certaine agence de protection contre les radiations avait affirmé que le nuage de Tchernobyl avait épargné la France. Et puis plus récemment, toutes les agences sanitaires ont dit que les injections Covid étaient efficaces dans plus de 95% des cas et qu'ils ne pouvaient pas donner de complications. Alors, soyons sérieux, ces agences sont majoritairement corrompues. Il n'y a pas que des gens corrompus dans les agences, mais ils ont de tels liens d'intérêt qu'elles ne peuvent pas avoir d'avis honnêtes. Hein. Alors, il y a des pays qui comptabilisent les complications. Alors, lorsqu'on fait la littérature, je me base maintenant là sur la littérature internationale, vous voyez des articles sur les épilepsies post-garde d'asile, sur les paralysies post-garde d'asile, sur le syndrome de Guillain-Barré post-garde d'asile, mais ça peut aller jusqu'au coma, la paralysie faciale, des thromboses, des uveites, le choc anaphylactique. Il est donné d'ailleurs hein, comme complication le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est une allergie très forte qui peut vous emmener à la mort. Hein, les avortements spontanés et les décès. Alors, il suffit de regarder. Alors, quand on dit que le garde d'asile est sans risque, on a quand même eu au moins un mort officiel en France. C'est un jeune homme, un adolescent de Nantes, qui est mort après la vaccination contre le papillomavirus. Alors, tout de suite, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a dit ce décès est sans aucun lien avec le produit vaccinal et un défaut de qualité du vaccin. Moi, je veux bien, mais si le gamin en parfaite santé n'avait pas été vacciné, il serait toujours vivant. Alors qu'on ne nous dise pas qu'il n'est pas mort de la vaccination, il est mort des suites de la vaccination. Donc, et alors là, si on regarde, là, je vous marque les chiffres américains. Parce qu'en Amérique, ils ont un système qui est le VARS, Vaccine Accident Report. Et là, en 19, au 15 décembre 19, ils avaient déjà 523 morts qui ont été déclarés après une vaccination de garde d'asile. Alors, bien entendu, il n'y a pas de cause absolue, de lien de cause à effet démontré pour ces morts. Mais c'est quand même beaucoup de morts après une vaccination. N'oublions pas que cette vaccination est faite à des enfants en très bonne santé, pour lesquels le risque de mort naturelle est extrêmement faible. Donc c'est quand même colossal. Hein. Dans des vaccinations en France, habituellement, après 10 morts, on arrêtait la vaccination, on se posait des problèmes, on faisait une étude. Bon. Alors, vous voyez toute la liste des complications dans le VARS. Alors, je vous donne quelques exemples qu'on ne dise pas, c'est des faits là aussi. Hein. Donc, les accidents allergiques sont parfaitement connus. Hein. C'est évalué après garde d'asile à 2,6 pour 100 000 doses. Je vous rappelle que l'incidence du cancer du col, c'est 6 pour 100 000. Donc, anaphylaxie, 2,6 pour 100 000 doses. 26 fois plus qu'après le vaccin anti-méningocoque C. C'est quand même un peu impressionnant. Et vous avez là en bas la référence. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est un article paru dans une revue à comité de lecture international. Vous avez aussi des uvéites, c'est-à-dire l'inflammation de l'œil. Donc, lorsque vous regardez, on a donc 24 cas qui ont été remis, et l'OMS reconnaît qu'une relation causale est possible, compte tenu du délai. Donc, elle dit bien, l'OMS, les médecins doivent être prévenus qu'une uvite bilatérale est possible après vaccination par garde d'asile. Vous avez l'article là aussi, hein, qui est marqué. Hein, donc, vous pouvez retrouver cet article, paru lui aussi dans une revue importante. Après l'ivite, vous avez des choses beaucoup plus sérieuses qui sont des complications neurologiques. C'est des maladies démyélisantes. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. Donc là, ça a été reconnu très tôt. Hein. Ça a été reconnu quelques années en Australie, 3 ans après le début de la vaccination scolaire. Ils ont vu, donc le premier article, c'était sur 5 cas de patients, de patientes à l'époque, puisqu'on ne vaccinait en Australie que les filles, donc de patientes australiennes qui avaient subi des paralysies après vaccination de garde d'asile. Et là, l'auteur a été prudent. Des études complémentaires sont indispensables pour essayer de mieux comprendre le phénomène.
voyez, 2009, la vaccination date de 2006, 3 ans plus tard, c'est vraisemblablement 2 ans plus tard qu'il l'avait observé, mais le temps de faire paraître le papier, il a fallu 1 an de plus, donc c'était 3 ans plus tard, il y avait déjà 5 cas. Donc qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de complications. Et cet article a été parfaitement lu et revu par les pairs et accepté. Malheureusement, la conclusion qui était des études complémentaires sont indispensables, parce que ces accidents n'atteignent peut-être pas toutes les personnes, c'est peut-être des gens avec des risques particuliers. Si on faisait des études complémentaires, on pourrait savoir quelle est la population à risque et faire des contre-indications. Mais comme tous les gouvernants veulent nier le phénomène, on ne fait pas d'études complémentaires, sinon c'est de reconnaître qu'il existe. Donc c'est dramatique, cette négation des complications, puisqu'elle empêche de protéger les populations. Alors en France, on a donc aussi du Guillain-Barré. Là aussi, c'est apparu, ça a été publié en 2011, c'est entre 2006 et 2009. Donc, dans les 3 ans qui ont suivi la mise en route du garde d'asile, on a vu les Guillain-Barré apparaître. Et la plupart du temps, 6 semaines post-vaccination. Alors, en France, ça a été confirmé, pour une fois, à la fois par la SMM et par l'assurance maladie. Et la conclusion, c'était un risque augmenté de syndrome de Guillain-Barré après vaccination HPV a été mise en évidence dans d'autres études. Donc, même en France, l'étude de l'assurance maladie a reconnu qu'il pouvait y avoir des Guillain-Barré post-garde d'asile. Alors, quand les gens osent prétendre que c'est sans risque, ce sont d'affreux menteurs. Alors, vous avez dû tous entendre la triste histoire de Marie-Océane Bourguignon. Cette jeune fille très courageuse et avec sa famille qui s'est bien battue, elle a été vaccinée alors qu'elle était en parfaite santé et s'est retrouvée perte de la vue, paralysie de la marche, paralysie faciale. Et là, c'est un témoignage qui est paru, ils ont paru. Je dors tout le temps, je suis fatigué, j'ai des vertiges, je ne peux pas me concentrer, j'ai du mal à marcher, j'ai juste envie qu'on prévienne les autres personnes. Aux États-Unis, on a aussi démontré qu'on pouvait se retrouver stérile après garde d'asile. Et là, vous avez une jeune femme qui dit « Je n'ai pas pu avoir d'enfant par moi-même. Si Merck savait que ce vaccin pouvait causer une telle souffrance, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prévenu les gens ?» Et il existait donc une association potentielle entre insuffisance ovarienne prématurée, donc les femmes qui se vaccinent par garde d'asile sont à risque de ménopause précoce, et extrêmement précoce. Une des complications les plus fréquentes, c'est l'intolérance orthostatique, qui est commune d'ailleurs à pas mal de vaccinations, mais tout particulièrement avec le garde d'asile. Alors, il y a une étude qui est au Danemark, donc ils avaient ramené au Danemark, qui est un petit pays, 53 malades qui avaient donc une intolérance orthostatique, c'est-à-dire en étant debout, ils risquaient de tomber, ils avaient la tête qui tournait, ils se sentaient très mal, et dans les 2 mois qui suivent la vaccination par garde d'asile, qui était à l'époque quadrivalent. Donc, il y avait des maux de tête, des douleurs neuropathiques diffuses, une fatigue excessive. Alors, effectivement, ces gens sont incapables de faire quelque chose, ils sont fatigués, épuisés. Alors, il y a cet ensemble de symptômes est grand, il y a la fibromyalgie. Bon, ce sont pas des troubles mortels, mais c'est des troubles très invalidants et relativement fréquents. Alors là, vous avez à nouveau le Danemark. Le Danemark, c'est ce que je vous ai dit, ils avaient indiqué à l'EMA qu'il y avait des complications de garde d'asile, et ça a fait l'objet d'un reportage. Et là, vous avez la photo du reportage. Vous avez en bas, d'ailleurs, comment on avait un TV2. C'est paru TV2, et on peut voir le reportage encore actuellement en tapant TV2, ce qui est écrit en bas, la dernière ligne. Et toutes ces filles-là sont des victimes du garde d'asile. Celles qui sont en chaise, c'est celles qui sont paralysées. Bon, mais il n'y a pas qu'au Danemark. Vous avez là, en Colombie, une manifestation. Vous avez à gauche, en bas, les Japonaises. Les Japonaises avaient réussi à obtenir la suppression de la recommandation de garde d'asile pendant plusieurs années. Et à droite, c'est en Irlande. Et alors, il y a donc 450 filles victimes. Et elle dit oubliées, puisqu'elles ne sont pas reconnues.
Et on ne peut pas traiter ces filles et leurs parents d'antivax, parce que dès que vous parlez de complications, ils disent « Ah, vous êtes un antivax ». Non, on observe. On ne peut pas les traiter d'antivax puisqu'elles croyaient en garde d'asile, elles s'étaient fait vacciner toutes. Donc ce ne sont pas des antivax, ce sont des victimes d'un vaccin auquel elles croyaient. Alors, aux États-Unis, les laboratoires ont fait voter une loi, c'est pratiquement pareil en Europe, sous différentes formules, telles que on ne peut pas être, quand une firme pharmaceutique, on ne peut pas être attaqué pour une complication liée au vaccin. Alors, pour que les Américains l'acceptent, on a créé une indemnisation sans reconnaissance de culpabilité. Donc, les gens ont une complication, ils disent « j'ai été victime ». Leur cas est examiné, donc il est déclaré au VARS, il est examiné, et s'il paraît vraisemblable, s'il paraît bien lié, ils sont indemnisés. Ils sont indemnisés sans que le laboratoire ne passe devant les tribunaux, sans reconnaissance de culpabilité du tribunal. On dit, c'est pas de chance, mais comme c'était un vaccin, on va vous indemniser. Alors là, Robert Kennedy a été génial, parce qu'effectivement, on ne peut pas, toutes ces victimes, là, vous avez dans cette photo, c'est quelques exemples de filles américaines victimes du garde d'asile, qui toutes ont porté plainte, hein, celle-là. Eh bien, on ne peut pas attaquer le laboratoire parce que son produit est mauvais et dangereux. Par contre, ils avaient oublié, le laboratoire, de dire qu'il fallait prévenir. Et donc, on les attaque sur le fait qu'ils n'aient pas prévenu les gens qu'il pouvait y avoir des complications et ces complications qui sont arrivées. C'est là-dessus qu'actuellement, il y a plus d'une centaine de procès qui sont en cours, dont 2 class actions. Donc, pour une fois, il y a 2 procès class action, c'est-à-dire de groupes, ce qui permet aux victimes de ne plus être seules. Parce que quand vous êtes une victime ordinaire et que vous attaquez un laboratoire qui a des milliards derrière lui et des dizaines d'avocats, le jeu n'est pas égal. Si par contre vous avez tout un groupe de victimes, ça rééquilibre les choses. Et là, la justice américaine, en 2024, a accepté 2 procès fédéraux en class action, qui regroupent plus d'une centaine de plaintes. Donc là, les choses peuvent évoluer aux États-Unis. Alors là, vous avez des exemples. Là, on a 2 exemples de morts. Hein. Donc, et vous avez les noms. C'est pas. Là aussi, c'est des faits. Hein. Ce sont les familles qui montrent. Là, c'est mon ami, et il avait à peu près 18 ans et il n'avait pas voulu mourir. Il faisait de la moto et il a été vacciné par le garde d'asile et il se retrouve, il est mort. Et là, cette jeune fille, Nohan Follet, elle s'est battue 2 ans après le garde d'asile et elle est morte, elle aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de la balance avantage-risque, on en reparlera plus tard. Donc son bénéfice est très incertain et possiblement négatif d'après les chiffres que je vous ai montrés des registres du cancer des différents pays. Ces risques sont prouvés alors qu'on dispose d'un moyen de diminuer le cancer du col, qui est le dépistage cytologique, qui en plus est sans risque. Hein, on gratte un peu sur le col et on regarde au microscope les cellules qu'on a récupérées. Et en plus, ce dépistage cytologique est d'efficacité absolument démontrée. Vous avez vu les courbes. Alors pourquoi consacrer tant d'efforts et tant d'argent à une vaccination qui n'a pas prouvé qu'il a été utile et qui coûte très cher? Donc, et dont le risque de complication est infiniment supérieur aux chances de faire. Alors, pour cela, vous pouvez, je ne suis pas le seul à le dire, hein, vous avez là un certain nombre de livres qui sont parus, dont un des nôtres, hein, Garde d'asile fait, c'est une propagande, on l'a écrit, c'est passé aux États-Unis, donc. Et alors, il faut bien dire, je ne suis pas du tout un anti-vax, je ne suis pas contre la vaccination en général. Mais par contre, je suis tout à fait contre la vaccination anti-HPV parce qu'elle est dangereuse, qu'elle ne diminue pas le cancer du col et que peut-être même elle l'augmente. Alors, il faut ne pas faire peur non plus pour rien. Beaucoup de jeunes filles ont été vaccinées parce que leurs parents ou elles-mêmes croyaient que ça pourrait les protéger. Alors, il ne faut pas qu'elles paniquent. C'est vrai. De jeunes garçons. Les garçons, encore, c'est pareil. Enfin, les garçons, je suis désolé, mais il faut vraiment être victime d'une propagande éhontée pour accepter, quand on est un garçon, de se vacciner. Alors,
sauf si on est un homosexuel qui aime bien se faire mettre. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Bon, pour les gens qui ont été vaccinés, garçons ou filles, il ne faut pas paniquer. Certes, le vaccin augmente peut-être le risque de cancer, surtout si ça permet de croire qu'on est protégé depuis faire le dépistage, mais l'incidence reste quand même très faible. Même si elle augmente de 15 ou 20%, pour 6 pour 100 000, ça passe à 7,5. C'est quand même pas énorme. De plus, si on fait le dépistage cytologique selon la technique de Papa Nicolau, donc le vieux dépistage classique, eh bien, on prévient le cancer de manière efficace. Les femmes qui meurent de cancer du col, 8 fois ou 9 fois sur 10 sont celles qui ne se sont pas faites dépister. Donc, il faut simplement, si vous avez été vacciné, n'ayez pas peur, mais faites-vous dépister par les frottis. Et je dis bien les frottis cellulaires, et non, ne vous occupez pas des tests HPV qui font gagner beaucoup d'argent, mais qui ne servent à rien, qui n'ont pas démontré leur efficacité en termes de prévention du cancer. Hein, il y a plein d'articles qui disent que c'est formidable, que c'est plus efficace que la cytologie, sauf qu'ils n'ont pas démontré qu'ils pouvaient faire diminuer le taux de cancer, qui est quand même la seule chose qui est intéressante pour les malades et pour les médecins cancérologues dont je fais partie. Donc, ne pas paniquer, ne pas faire la 2 ou 3e si on n'en a eu qu'une, hein, c'est pas la peine non plus d'augmenter les risques, et se faire dépister par les frottis, et vous serez tranquille. Et effectivement, alors ça, c'est Dillner, qui était l'apôtre suédois du vaccin, hein, HPV, du garde-asile. Et à une époque, vous avez vu que les courbes avaient fortement augmenté dans les quelques années qui avaient suivi la vaccination. Il était inquiet et il disait que finalement, peut-être que le vaccin accélère l'histoire naturelle. Et donc, lui, il disait, faites-vous vacciner tous les 2 ans. Hein. Mais c'est Dillner, c'est un Suédois, c'est une hypothèse tout à fait condamnable. Bon, donc en pratique, balance avantage-risque tout à fait défavorable, prix effrayant, ne vous faites pas avoir. À vous, j'ai fini. Merci Gérard. Alors justement, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire sur la balance bénéfice-risque et on va y revenir. Je pourrais te faire écouter un petit passage de notre ami Édouard Broussalian, qui est intervenu il y a 2 mois au micro d'une autre chaîne de télévision, où il parlait d'abord de ne pas nuire. Il revenait sur les vaccins et sur l'intérêt général et sur cette balance bénéfice-risque. On va écouter ce qu'il a à nous dire, ça dure quelques minutes, puis je vais te laisser réagir derrière. Merci Hamid. Est-ce que tu veux répondre à Hamid ou on passe à Atlas? Non, Hamid, il se démerde avec les moyens du bord. Il a raison, c'est-à-dire qu'on a quand même un principe qui devrait toujours rester en médecine, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. C'est quelque chose sur lequel on s'assoit, parce que la médecine aujourd'hui industrielle allopathique, elle est basée sur la notion d'intérêt général. La notion d'intérêt général, c'est quelque chose qui est venu avec la pratique de la vaccination, de la vaccine. On a vendu au roi au pluriel, de dire voilà, on va vous faire une vaccination de votre population, vous allez avoir une complication tous les 200 cas qui vont crever, mais globalement, on va faire du bien à la société. Vous allez avoir plus de sujets, votre royaume va augmenter. Et donc, on a commencé à accepter cette chose qui est absolument impossible, injustifiable, qui est cette notion de bénéfice-risque, qui est le leitmotiv de toute l'industrie. C'est-à-dire qu'on te vend une injection expérimentale sur un sujet qui a été testé depuis des décennies, où tous les animaux testés sont crevés lamentablement, et on te vend que du jour à l'autre, on va te mettre un vaccin en route, alors qu'il faut au moins 10 ans d'expérimentation, et que cette vaccination est efficace dans 95% des cas. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à la télévision, même Staline n'osait pas faire des statistiques pareilles. Et les gens, ils ont tous marché comme un seul homme. C'est la honte de la médecine. C'est-à-dire qu'après le Covid, la médecine est définitivement déshonorée. Les médecins, ils se sont tous mis à faire porter des masques en sachant que ça servait strictement à rien. Ils sont tous mis à vacciner parce qu'ils gagnaient de l'argent et ils ont fermé leur gueule. Et on a fait d'un seul coup, dans toutes les nations dites démocratiques, la même chose que les nazis qu'on a pendus à Nuremberg. On a imposé de force un traitement expérimental, non seulement
sans le consentement des gens, mais en les forçant à le prendre sous peine de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir travailler. Donc, on est placé aujourd'hui dans une situation qui est celle d'un crime contre l'humanité absolument généralisé et sur lequel tout le monde fait semblant de faire comme si c'était rien passé. Je trouve ça absolument merveilleux. Et donc, voilà, tant qu'il restera des gens comme Hamid pour se poser quelques questions et commencer à voir est-ce que tout ça peut être vrai, tout ça, on manque de gens. Est-ce que tu rêves? Pardon? Et voilà. Édouard Bussalian, avec son franc-parler, qui dit clairement que la balance bénéfice est une erreur de la médecine moderne. Tout d'abord, ne pas nuire. Non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. La balance efficace est une des choses essentielles de la médecine vraie, à condition qu'elle soit individualisée. Il est ridicule de Je pense que vous n'avez pas la même notion de la médecine vraie. La médecine vraie, celle qui respecte le malade. Et lorsque, tout simplement, on respecte son malade, on donne un traitement à un malade pour lui diminuer le risque. Par exemple, pour la fièvre jaune, quand j'allais en Afrique, je me faisais vacciner contre la fièvre jaune. Bon, il est vrai que la fièvre jaune, c'est un vrai vaccin, c'est pas un truc ARN, c'est un vrai vaccin qui est dangereux, hein, attention, il peut aussi donner des hépatites. Simplement, le risque après vaccin contre la fièvre jaune est en gros 50 fois plus faible que le risque de mourir d'une hépatite virale de la fièvre jaune, pour un petit blanc qui n'a jamais été en Afrique. Donc, quand on va dans des pays à risque de fièvre jaune, le bénéfice est plus grand que le risque de faire le vaccin. Donc, faut pas. Alors, la balance efficacité-risque, doit être simplement individuelle. C'est pour chaque personne. Elle n'est pas la même pour telle ou telle personne. Là où il a raison, c'est de dire que utiliser l'argument de la balance efficacité-risque pour une population, d'abord, c'est délirant. Il n'y a pas un risque et des avantages les mêmes selon les malades, selon les personnes. Un chirurgien de la Renaissance avait dit une des plus grandes stupidités en chirurgie, c'est de vouloir faire la même intervention pour tout le monde. Ce qui était évident. Il faut faire des interventions selon les besoins du malade qu'on a en face de soi. Et pour la balance efficacité-risque, elle doit être bien entendu pesée pour chaque malade. Et la base de la médecine, de la vraie médecine, le serment d'Hippocrate, c'est le malade est mon seul but. Je me dois à mon malade, je ne dois pas à la population ou quoi que ce soit. Je traite la malade qui est devant moi dans son intérêt à lui et sans écouter tout ce que mon gouvernant dira. Alors, il faut comprendre que pour la vaccination, c'est un très vieux débat. C'est un débat qui est arrivé avec la variolisation. À l'époque, le roi de Prusse, qui n'était pas un démocrate, on l'appelait le roi sergent, je ne sais pas si vous vous souvenez, il voulait savoir s'il fallait varioliser son armée, puisque c'était le roi soldat. Et il ne voulait pas risquer que son armée soit décimée par une épidémie de variole. Et donc, mais il était un tout petit peu scientifique. Alors, il a demandé à d'Alembert, qui était le mathématicien le plus célèbre de l'époque, de faire une étude du risque. Il a dit, dites-moi si ça vaut le coup que je vaccine mes troupes de force ou pas. Alors là, il y a une réponse d'Alembert qui est formidable, que j'invite tous vos auditeurs à revoir. La réponse d'Alembert au roi sergent. C'est-à-dire, pour le soldat, pour le général, il vaut mieux vacciner sa troupe car elle ne risque pas d'être atteinte brutalement par une maladie qui la mettrait hors d'état de combattre. Mais pour le soldat, lui, il ne s'est pas du tout sûr d'avoir la maladie et il risque quand même de mourir du vaccin. Et alors, c'est sa conclusion qui est intéressante. Il dit, mais comme vous êtes un monarque éclairé, vous laisserez vos soldats choisir s'ils se font vacciner ou pas. Et effectivement, le roi soldat a laissé les soldats choisir d'être vaccinés ou de pas vaccinés. Je veux dire que cette notion, les vaccins sont très liés à l'armée, puisque les grandes épidémies ont souvent réglé les histoires de la grande histoire. Les guerres ont été gagnées ou perdues souvent par les épidémies. Faut s'en rendre compte. La grande armée de Napoléon a été tuée par le typhus. C'est maintenant parfaitement démontré. Par exemple, la guerre du Péloponnèse, Athènes a été décimée par ce qu'ils appelaient une peste qui était vraisemblablement le typhoïde. C'est à cause de ça qu'elle a perdu la guerre. Donc les militaires sont particulièrement inquiets et sont des pro-vaccins absolument pour eux. Eh bien, le roi soldat
à laisser ces hommes choisir d'être vaccinés ou pas. Mais lui, et en France, lorsqu'on a eu la guerre de 14-18, c'était la même chose. Il y avait le choléra qui sévissait terriblement dans les tranchées. On avait un vaccin contre le choléra qui était un peu efficace. Ça protégeait quelques mois, parfois 2 ans maximum, et qui était moins dangereux que le choléra lui-même. Et on a laissé les soldats choisir de se vacciner ou pas. Et la plupart d'entre eux se sont fait vacciner. Ils ont eu raison puisque ça les a protégés dans les conditions épouvantables de vie des tranchées. Mais les Il est militaires. vraisemblable que le meilleur traitement contre le choléra, il est vraisemblable, Gérard, que le meilleur traitement contre le choléra des tranchées aurait été l'armistice. Je vais te laisser, bien Arrêtez entendu, de faire la tout à paix, fait. de faire la paix, c'est évident. C'était Bien de sûr. faire la paix. De la même manière, actuellement, c'est de donner l'eau potable et vous n'aurez pas de choléra. Hein. Quand j'entends Tout à fait. tel endroit, on envoie des vaccins, non, qu'on leur envoie des cargaisons d'eau potable. Avec le poids d'eau potable, vous ne pouvez pas avoir le choléra. Il faut arrêter. Mais Bien sûr. ne pas faire la guerre, un bon moyen d'éviter le choléra. Il est fort probable, Gérard, on va arriver au terme de l'émission, mais il est fort probable que, concernant la fièvre jaune dont tu parlais tout à l'heure, le docteur Édouard Broussalion aurait des traitements homéopathiques à nous proposer là-dessus. Je pourrai en discuter avec lui dans une prochaine émission. Moi, ce que je voudrais dire maintenant, surtout, c'est important, et puis après, je te laisserai le mot de la fin, c'est que toute personne, maintenant, on va parler du vaccin Covid, juste quelques minutes, toute personne qui est maintenant atteinte d'un Covid long, qu'il soit Covid ou qu'il soit post-vaccinal, ou de pathologies apparentées comme les maladies de Lyme, etc. Et on va pouvoir passer l'image, si vous voulez bien, à la régie. Eh bien, écoutez, il existe maintenant une association qui organise, qui prévoit des protocoles thérapeutiques qui nous viennent des États-Unis. On en reparlera plus longuement dans une prochaine émission, mais sachez déjà que vous avez sur cette page, prenez une capture d'écran, vous avez une adresse mail tout en bas là, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, que vous pouvez contacter si vous êtes atteint de Covid long, si vous êtes atteint de maladie de Lyme ou autre et que vous cherchez des solutions parce que vous n'en avez pas encore, il y a des protocoles qui sont mis en place, qui nous viennent des États-Unis et ça vaut le coup de le savoir et de les contacter. Gérard, je voudrais te laisser le mot de la fin si tu veux bien. Oui, je voulais simplement dire, il faut essayer d'être pratique. Là, les parents vont être soumis encore plus à une propagande pro-garde d'asile très forte dans les écoles, par les infirmières, etc. Alors, je voulais simplement leur rappeler l'arrêt de la Cour européenne de justice qui dit clairement, il y a 15 jours, hein, c'est sorti, que les médecins qui injectent un vaccin sont responsables des complications éventuelles. Que même si l'EMA a dit que c'était un bon vaccin, ça n'empêche pas que c'est au médecin qui injecte d'expliquer au malade qu'il y a des risques ou pas de risques, et s'il ne le dit pas, sa responsabilité est directement engagée. Et je rappelle d'ailleurs que le médecin qui a injecté le garde d'asile et entraîné la mort de ce gamin nantais est actuellement accusé de meurtre. Hein, il va avoir un procès, il est mis en examen, c'est pas simplement une enquête, c'est une mise en examen, il va y avoir procès sur cette affaire. Donc je voudrais simplement que les parents, si on leur menace, rappellent aux gens qui veulent injecter que leur responsabilité personnelle est directement engagée et qu'ils se chargeront en cas de pépin de faire valoir leurs droits. Ça devrait rendre un peu plus raisonnable un certain nombre de médecins qui racontent un peu n'importe quoi. Oui, ça les rendra sans doute raisonnables sur des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais quid, par exemple, des enfants qui doivent subir je ne sais plus maintenant si c'est 11, 12 ou 15 vaccins obligatoires dès le plus jeune âge. Ah ben, là c'est un autre combat. Là, je parle moi du garde d'asile, de vous protéger. On parlait du garde d'asile aujourd'hui. C'est un autre, il faut faire une autre chose. Il est évident qu'il faut se battre contre les obligations vaccinales. C'est ce que fait Kennedy. On l'accuse d'être anti-vax, c'est pas vrai. Il s'est engagé publiquement, il a répété, à donner les vaccins à tous les gens qui les veulent, qu'il n'empêcherait personne de se vacciner. Il demande simplement qu'il n'y ait pas d'obligation et qu'à chaque personne que l'on vaccine, on fasse un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'on donne les avantages, qu'on explique pourquoi on va le faire, et aussi les inconvénients et les complications. C'est la seule chose qu'il demande. Sur les agences, ils veulent supprimer les liens d'intérêt, ça c'est autre chose. Mais à propos des vaccins, ce n'est pas un anti-vax, c'est un vaccino-prudent, ce qui est totalement différent. Donc, alors, les obligations sont effectivement totalement aberrantes et sont contraires au principe même de la médecine, au serment d'Hippocrate. Le malade, la personne qui est en face de moi, est mon seul but dans la vie en tant que médecin.
Je me dois à lui et à personne d'autre et certainement pas à un gouvernement. Et il faut savoir résister. Merci beaucoup, Gérard. Donc, le vaccin Gardasil, puisque c'était le thème de l'émission, complètement inutile, onéreux, dangereux. Et attention, chers collègues médecins, votre responsabilité pénale, non pas civile, mais pénale, est engagée. Merci beaucoup, Gérard. Elle vient d'être rappelée par la Cour de justice européenne. Tout à fait. Merci, Gérard. À la semaine prochaine, les amis, nous allons recevoir le docteur Ilyes Barli. Nous parlerons des protocoles utilisés notamment par le docteur Makis contre les cancers. À bientôt. À bientôt. Bonne